L'été en Scanie, les paysages s'illuminent sous les chauds rayons du soleil. Profitant des journées exceptionnellement longues, la végétation ne s'accorde aucun répit. Les fleurs sauvages s'approprient les champs, les maisons se couvrent de couleurs vives, les habitants envahissent les parcs et les jardins. La région la plus septentrionale de la Suède fait oublier tous les clichés, toutes les images liées au pays scandinave. Cette passion pour la nature est une vieille histoire. Linné, le célèbre botaniste, n'est-il pas suédois? On comprend donc l'envie, le plaisir de vivre pleinement l'été en Scanie. Partons pour Ven, une minuscule île située entre la Suède et le Danemark. Elle est d'ailleurs danoise quand le roi Frédéric II, ami des arts et des sciences, l'offre à Tycho Brahe en 1576. Pour poursuivre ses études sur l'astronomie, il recevait une riche pension et percevait des revenus sur le travail des habitants de l'île, qu'il administra d'ailleurs comme un véritable dictateur. Il construisit le célèbre observatoire d'Uraniborg, qu'il équipa d'une imprimerie et d'instruments fabriqués dans son atelier. Les observations de Tycho, accumulées durant sa vie, allaient servir de base à l'évolution de la pensée astronomique. Le jeune Kepler devait exploiter largement les travaux de Tycho Brahe. Ce maniaque de l'observation du ciel s'intéressait aussi à l'alchimie. Il avait entouré Uraniborg d'un jardin Renaissance où poussaient toutes les plantes médicinales de l'époque. Ils s'en consommaient beaucoup au XVe, XVIe et XVIIe siècle dans la nourriture et comme médicaments. Mais quand on a commencé à immigrer vers les villes, on n'a plus fait pousser d'herbes et l'engouement est retombé. Mais dans les années 60-70, l'intérêt est réapparu, suivi d'une sorte de boom en 1975. Eva, vous avez créé ce jardin en quelle année et pourquoi? J'ai créé ce jardin en 1975 car j'ai pensé que ce serait bien pour les gens de venir, pas seulement pour acheter les plantes, mais aussi pour les voir, les sentir, les goûter, les toucher. Donc j'ai fait ce jardin pour qu'ils les voient vivre. Comment vous avez eu cette idée de tout mélanger comme ça? J'avais vu ça en Angleterre, où ils avaient combiné un jardin, une pépinière, des magasins, un café, comme ici. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose en Suède, car il n'y en a pas. J'ai donc été la première. Ruiné, tombé en disgrâce, Tycho Brahe quitte l'île en 1597. Le château d'Uraniborg est détruit, le jardin abandonné. Un premier musée ouvre ses portes en 1931, complété aujourd'hui par l'aménagement de l'ancienne église. À l'extérieur, le jardin Renaissance est reconstruit sous la direction de Sven-Ingvar Andersson. Quand j'étais architecte, je ne pouvais pas jardiner dans l'exercice de ma profession. J'ai eu besoin d'un endroit où je pouvais jardiner de mes propres mains pour avoir un contact direct avec les plantes et créer mon espace à moi. C'est aussi un laboratoire pour essayer de nouvelles idées, pour voir ce qui est réalisable, jusqu'où l'on peut aller en jardinant, jusqu'où l'on peut jouer. On me demande souvent pourquoi j'ai autant de haies. C'est parce qu'il y a beaucoup de vent dans cette partie de la Suède. Bien sûr, je suis aidé pour beaucoup de mes haies. J'en ai beaucoup. En fait, avant, j'avais 1200 mètres de haies. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais cette haie courbée, je l'ai faite moi-même, car je n'ai confiance en personne d'autre pour la faire. Je le fais 2 ou 3 fois dans l'année. Ça me prend 2 heures. J'aime la relation qui existe entre le travail que l'on peut faire sur une plante et son évolution libre et naturelle. J'ai planté un rosier, là, un jour. L'une de ses branches est venue se poser ici comme une décoration.
la parure de ce que j'ai appelé un coq. Les jardins de la Renaissance avaient déjà des haies et des recoins intimes. Ils nous ont légué ce patrimoine. On le retrouve dans de nombreux jardins ici. J'essaie de travailler cet héritage consciencieusement, de lui rester fidèle. Mon jardin a été conçu en harmonie avec la maison, en respectant la mémoire de cette région. Sven Ingvar Andersson a aussi réhabilité le parc de Torups, un espace ouvert au public depuis que Christinia von Lettner, la propriétaire, l'a cédé à la ville de Malmö, qui possède aussi Katrinetorps. Torgil, nous sommes dans un lieu un peu étrange avec un jardin à la française, une partie plutôt naturelle, une belle maison, ce qui ressemble à une ferme. Quelle est l'histoire de ce lieu ? Katrinetorp est un manoir construit au début du 19e siècle. En fait, ce n'est pas un vrai manoir, plutôt une maison de campagne où des gens fortunés venaient ici pendant la saison estivale. La ville de Malmö l'a acheté en 1937, avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, le jardin fut laissé à l'abandon jusqu'aux années 90, et depuis on a commencé à remettre en état le jardin. À Katrinetorp, nous essayons de ne pas utiliser de produits toxiques. Ça veut dire que l'on travaille avec le râteau, la houe, le sarcloir. En plus, dans la culture, il y a des tagettes, des œillets d'Inde, mêlés aux oignons pour éviter d'avoir des vers. On déplace les parcelles de pommes de terre et on désherbe avec un système thermique au fioul. On essaye de ne pas utiliser des produits toxiques afin de maintenir la tradition du 19e siècle. Après Katrinetorp, nous voici au cœur de Malmö, dans le jardin de John. John, avec un groupe d'amis, tu as proposé à la ville de Malmö de créer ce jardin fleuri, potager, il y a une dizaine d'années. Quel était ton but précis ? Ce que nous voulions faire, c'est montrer aux gens que nous pouvions faire pousser des légumes en ville, que nous pouvions faire pousser des fleurs, qu'ils pouvaient les couper et que les gens pouvaient se réunir ici. Ce pourrait être un lieu de rencontre où les gens peuvent s'asseoir, boire un café, acheter des plantes, acheter des légumes, venir aider dans le jardin. Tout simplement créer un bel endroit où les gens peuvent se relaxer. Tu as mis des protections sur les légumes, il y a une raison particulière ? Oui, nous avons beaucoup d'oies, des oies blanches du Canada, et elles mangent beaucoup de nos légumes, donc il nous faut les protéger, et nous avons aussi des lapins. Et ils aiment le chou-fleur, le chou chinois. Ça, ce sont des carottes chantonnay, une très bonne variété française. Et donc la vente des légumes te rapporte un petit peu d'argent, c'est une partie du budget de ton jardin ? Oui, ça couvre une partie importante du budget du jardin, environ 20%. C'est forcément culture biologique, organique ? Oui, tout est biologique. Nous utilisons beaucoup de compost, des fumiers et nous produisons des légumes de bonne qualité. John, je sais bien que ce n'est pas un jardin botanique, mais dans un lieu public comme ça, je m'attendais à voir beaucoup plus d'étiquettes avec les noms des plantes et j'en ai pas vu, presque pas. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les gens ne retiennent pas les noms, même s'ils lisent les pancartes. Les écriteaux abîment les bordures, en fait, car les gens se précipitent sur ces pancartes et vont marcher sur les bords pour les lire. Mais le plus important, c'est que nous voulons que les gens nous demandent le nom des plantes. Nous voulons créer le contact social. Nous aimons cela. Quittons Malmö pour Landskrona. Construite en 1549, sa forteresse, de style Renaissance, est l'une des plus grandes de Scandinavie. Le potager qui borde ses douves nous entraîne vers d'autres jardins, beaucoup plus originaux. Edith, nous sommes dans les anciens jardins ouvriers de Kolonien. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des jardins ouvriers. Quelle est l'histoire de ce site ? Bienvenue à Citadellet. Nous avons 123 colonies. Nous sommes la plus ancienne colonie, créée en 1870. Cette partie a été conçue en 1902
Nous avons des maisonnettes, des stugas, construites de 1902 à 1960. Les gens autrefois cultivaient des légumes et des fleurs. On doit demeurer ici 6 mois durant la période estivale. La colonie ferme ensuite le reste de l'année pour ouvrir en mai. En Scanie, il ne faut pas hésiter à prendre le plus petit chemin. Tout au bout, on est certain de découvrir une maison de bois illuminée de fleurs. Résidence de vacances ou demeure de tous les jours, l'amour des Suédois pour leur jardin est évident. Je suis journaliste et écrivain. J'écris des livres sur les jardins et aussi sur l'architecture. J'ai travaillé 2 ans à Londres. En Angleterre, j'ai vu souvent ce type de rosier grimpant et en fait, je suis une personne très paresseuse. Je trouve ça très bien de s'occuper de son jardin, mais les rosiers grimpants le font de même. Ils poussent tout simplement et ils sont magnifiques. J'ai beaucoup de roses anciennes d'Angleterre et elles ont fleuri il y a juste 1 mois. C'est une vieille variété de roses qui s'appelle Rosa eleana. C'est cher. Et derrière vous, vous avez un Rambling Rector, c'est un très bon grimpeur. Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et derrière moi, vous avez un Paul's Himalayan Musk. En 12 ans, il est devenu énorme et va envahir le voisin maintenant. Le grimpant rose, là, celui-là, c'est lequel? C'est un Ispahan, c'est un rosier ancien d'Iran. Il date d'environ 800 ans avant Jésus-Christ. C'est agréable d'être dans le jardin car c'est relaxant. C'est le grand privilège des jardins. Étant journaliste, je dois travailler dur et me concentrer. Et puis je me détends dans le jardin, j'y travaille un peu et c'est formidable. Le marché de Lund accueille de nombreux producteurs locaux qui ont la préférence des Suédois. Il est vrai que les légumes et les fruits importés doivent faire, eux, un très long voyage depuis le sud de l'Europe. Autre solution, un jardin potager avec des plants achetés en jardinerie. Non, ce n'est pas une jardinerie. Nous faisons pousser des choses et nous voulons aussi que les gens poussent avec les plantes. Nous vendons nos plantes, bien sûr, mais nous ne les achetons pas pour les vendre ensuite. Ce sont les nôtres. Nous faisons pousser 2000 variétés. Votre entreprise a été créée à quelle époque? Le jardin a vu le jour avec l'arrière-arrière-grand-père de mon mari en 1872, ici, au même endroit. Aujourd'hui, vous cultivez tout sous serre? Nous commençons les jeunes pousses sous serre, mais après on les transporte doucement vers l'extérieur, par paliers, jusqu'au plus froid. Nous les faisons pousser dans les conditions les plus dures possibles. Elles connaissent le vent, les orages et des conditions terribles au printemps. Ça prend plus de temps pour les faire pousser, mais elles sont très fortes. J'ai une philosophie spéciale. Ne demandez pas trop à votre jardin, pardonnez-lui de n'être pas parfait, comme vous vous pardonneriez vous-même de ne pas l'être, et là, vous serez très heureux ensemble. Toi, tu jardines de façon écologique. On a vu beaucoup de jardins écologiques en Scanie. Est-ce que c'est comme ça dans toute la Suède? Nous avons notre ferme biologique depuis 10 ans. Nous avons des moutons et des agneaux élevés naturellement. Et nous avons aussi des légumes en été, et des fleurs, et tout ce dont on a besoin pour mettre dans son assiette. Nous faisons pousser des tomates dans la serre. Nous les faisons pousser en terre. En hiver, nous y installons les moutons. Ils y ont leurs bébés. Après ça, au printemps, nous récupérons beaucoup de fumier dans la terre, prêt à accueillir les tomates. Gustave, vous n'êtes qu'à 2 à travailler avec Marie, mais je crois que tu as des jardiniers qui t'aident.
Quand les salades sont récoltées, nous laissons les poules aller sur le terrain. Elles mangent les petits vers et les insectes, et quelques semaines plus tard, nous les remplaçons par les cochons. Ils vont plus profond. Ils déracinent, enlèvent les mauvaises herbes et retravaillent la terre partout. Et après ça, nous replantons les salades. Donc, dans notre ferme écologique, nous avons absolument besoin des animaux. Quand nous nous sommes installés il y a 10 ans avec Marie, ma femme, nous voulions travailler ensemble à cette activité rurale, cultiver des légumes, élever des agneaux, mais aussi avoir d'autres activités comme faire se rencontrer des gens ici, organiser des concerts, faire de la musique. And to have concerts here with music activities and so. Aboli en 1945, un système féodal imposait aux paysans d'être payés en produits et à l'épouse de s'occuper du lait. Le musée Statar retrace la vie de ces misérables pour qui le jardin était une source indispensable de nourriture. On va faire une purée de rutabaga et de pommes de terre. Le rutabaga est un vrai légume suédois. Après avoir épluché et coupé en morceaux les rutabagas, on va les faire cuire dans de l'eau bouillante salée. On ajoute les carottes, le bouillon cube et un peu de sel. Maintenant, il est temps d'ajouter les pommes de terre qui sont coupées en deux. Elles cuisent dans le faitout jusqu'à ce qu'elles deviennent molles. För att det ska bli ett riktigt gott rotmos nu så sätter man till en rejäl klick smör. On met un bon morceau de beurre. Och timjan. Et du thym. Maintenant, les légumes sont prêts. On mouille avec le bouillon. Voilà une assiette de purée de rutabaga, faite maison, avec du jambonneau. Ça, c'est un plat suédois. 12 000 m², c'était la superficie du jardin potager de Fredriksdal Manor à Helsingborg au XIXe siècle. Un Français, Philippe, l'a recréé plus modestement afin de préserver les senteurs et les goûts d'antan. Aujourd'hui, j'ai 1500 m². D'accord. Et quel genre de légumes on peut trouver dans ce jardin? Bien, ma foi, ce sont en fait des légumes anciens qu'on cultivait autour des années 1850 dans cette propriété. La fin des années 1800, c'est absolument magnifique du côté jardin parce qu'il y a des tas de nouvelles variétés qui arrivent. C'est une mine extraordinaire. Climat oblige, je vois que tu as des châssis pour le basilic. Le basilic est une plante très frileuse, donc il faut énormément de chaleur. Et là, il y a une odeur que je reconnais bien, c'est l'odeur du purin d'ortie. Tu travailles donc en bio, on peut dire? Ah oui, absolument. Oui. Avec le fumier de cheval, du compost un petit peu, mais le compost ne suffit pas. Je n'arrive pas à produire autant de compost dont j'ai besoin. Donc il faut compléter. Le fumier de ferme, évidemment, bien décomposé. Et puis le purin d'ortie en appoint. En appoint, en arrosage au pied des plantes. Oui, en arrosage, oui. D'accord. Dis-moi Philippe, ce sont des fèves là-bas avec des fleurs rouges? Tout à fait. Une vieille variété anglaise, dont on parlait en 1778 dans des écrits anglais,
qui s'appelle Crimson Flowered, a été conservé par une famille de génération en génération. Et la dernière à posséder les graines n'avait pas de descendants, donc elle a donné les graines au Royal Horticultural Society. D'ailleurs, l'année prochaine, je crois que ce sera une nouveauté chez Thompson & Morgan. Le grand grainetier anglais. Oui, Ouais, oui. ok. Et là, cette protection au-dessus des choux, c'est pour les oiseaux, c'est pourquoi? C'est contre les oiseaux d'abord, et puis ensuite la pierrite du chou. C'est pas efficace à 100%, mais ça m'évite quand même d'aller chercher les chenilles pendant tout l'été. Et puis j'ai vu une variété d'artichaut, pareil, qui est un petit peu bizarre. Tu peux m'expliquer? Bien, c'est une variété, une vieille variété qui a été cultivée ici en Scanie au début des années 1800, et elle n'a pas du tout changé, on ne l'a pas modifiée, on ne l'a pas arrangée, hybridée. C'est une variété telle qu'elle était jadis, donc elle est très épineuse. Oui. Elle est bien ventrue avec des écailles armées de piquants et beaucoup plus petit que l'artichaut breton évidemment. Cet artichaut-là a vraiment un goût magnifique. Garde bien cette variété alors. Eh, j'espère. Sofiero est l'œuvre d'une vie royale, celle de Gustave VI Adolphe, qui le reçoit de son grand-père en cadeau de noces. Sa première épouse, Margareta, lui fait partager sa passion des plantes. Au fil des ans, le simple parc se mue en un jardin exceptionnel. La fierté de Sofiero, sa collection de rhododendrons, une des plus belles d'Europe. Notre balade dans le sud de la Suède, la Scanie, se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Ici, la belle saison est courte, mais la longueur du jour permet aux plantes de pousser très vite et de nous offrir de somptueux jardins. Vous trouverez sur notre site internet toutes mes bonnes adresses pour visiter la Scanie. On se retrouve la semaine prochaine pour jardiner ensemble. Je compte sur vous.
Willkommen in Skåne, bienvenue en Scanie. Je vous invite à visiter les jardins du sud de la Suède. Tellement un peu jaloux de ne pouvoir reproduire chez soi le jardin de l'Éden. L'été en Scanie, les paysages s'illuminent sous les chauds rayons du soleil. Profitant des journées exceptionnellement longues, la végétation ne s'accorde aucun répit. Les fleurs sauvages s'approprient les champs, les maisons se couvrent de couleurs vives, les habitants envahissent les parcs et les jardins. La région la plus septentrionale de la Suède fait oublier tous les clichés, toutes les images liées au pays scandinave. Cette passion pour la nature est une vieille histoire. Linné, le célèbre botaniste, n'est-il pas suédois? On comprend donc l'envie, le plaisir de vivre pleinement l'été en Scanie. Partons pour Ven, une minuscule île située entre la Suède et le Danemark. Elle est d'ailleurs danoise quand le roi Frédéric II, ami des arts et des sciences, l'offre à Tycho Brahe en 1576. Pour poursuivre ses études sur l'astronomie, il recevait une riche pension et percevait des revenus sur le travail des habitants de l'île, qu'il administra d'ailleurs comme un véritable dictateur. Il construisit le célèbre observatoire d'Uraniborg, qu'il équipa d'une imprimerie et d'instruments fabriqués dans son atelier. Les observations de Tycho, accumulées durant sa vie, allaient servir de base à l'évolution de la pensée astronomique. Le jeune Kepler devait exploiter largement les travaux du Tycho Brahe. Ce maniaque de l'observation du ciel s'intéressait aussi à l'alchimie. Il avait entouré Uraniborg d'un jardin Renaissance où poussaient toutes les plantes médicinales de l'époque. Ils s'en consommaient beaucoup au XVe, XVIe et XVIIe siècle dans la nourriture et comme médicaments. Mais quand on a commencé à immigrer vers les villes, on n'a plus fait pousser d'herbes et l'engouement est retombé. Mais dans les années 60-70, l'intérêt est réapparu, suivi d'une sorte de boom en 1975. Eva, vous avez créé ce jardin en quelle année et pourquoi? J'ai créé ce jardin en 1975 car j'ai pensé que ce serait bien pour les gens de venir, pas seulement pour acheter les plantes, mais aussi pour les voir, les sentir, les goûter, les toucher. Donc j'ai fait ce jardin pour qu'ils les voient vivre. Comment vous avez eu cette idée de tout mélanger comme ça? J'avais vu ça en Angleterre, où ils avaient combiné un jardin, une pépinière, des magasins, un café comme ici. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose en Suède, car il n'y en a pas. J'ai donc été la première. Ruiné, tombé en disgrâce, Tycho Brahe quitte l'île en 1597. Le château d'Uraniborg est détruit, le jardin abandonné. Un premier musée ouvre ses portes en 1931, complété aujourd'hui par l'aménagement de l'ancienne église. À l'extérieur, le jardin Renaissance est reconstruit sous la direction de Sven-Ingvar Andersson. Quand j'étais architecte, je ne pouvais pas jardiner dans l'exercice de ma profession. J'ai eu besoin d'un endroit où je pouvais jardiner de mes propres mains pour avoir un contact direct avec les plantes et créer mon espace à moi. C'est aussi un laboratoire pour essayer de nouvelles idées, pour voir ce qui est réalisable, jusqu'où l'on peut aller en jardinant, jusqu'où l'on peut jouer. On me demande souvent pourquoi j'ai autant de haies. C'est parce qu'il y a beaucoup de vent dans cette partie de la Suède. Bien sûr, je suis aidé pour beaucoup de mes haies. J'en ai beaucoup. En fait, avant, j'avais 1200 mètres de haies. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais cette haie courbée, je l'ai faite moi-même, car je n'ai confiance en personne d'autre pour la faire. Je le fais 2 ou 3 fois dans l'année. Ça me prend 2 heures.
J'aime la relation qui existe entre le travail que l'on peut faire sur une plante et son évolution libre et naturelle. J'ai planté un rosier, là, un jour. L'une de ses branches est venue se poser ici comme une décoration. La parure de ce que j'ai appelé un coq. Les jardins de la Renaissance avaient déjà des haies et des recoins intimes. Ils nous ont légué ce patrimoine. On le retrouve dans de nombreux jardins ici. J'essaie de travailler cet héritage consciencieusement, de lui rester fidèle. Mon jardin a été conçu en harmonie avec la maison, en respectant la mémoire de cette région. Sven-Ingvar Andersson a aussi réhabilité le parc de Torups, un espace ouvert au public depuis que Christinia von Lettner, la propriétaire, l'a cédé à la ville de Malmö, qui possède aussi Katrinetorps. Torgil, nous sommes dans un lieu un peu étrange avec un jardin à la française, une partie plutôt naturelle, une belle maison, ce qui ressemble à une ferme. Quelle est l'histoire de ce lieu ? Katrinetorp est un manoir construit au début du 19e siècle. En fait, ce n'est pas un vrai manoir, plutôt une maison de campagne où des gens fortunés venaient ici pendant la saison estivale. La ville de Malmö l'a acheté en 1937, avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, le jardin fut laissé à l'abandon jusqu'aux années 90, et depuis on a commencé à remettre en état le jardin. À Katrinetorp, nous essayons de ne pas utiliser de produits toxiques. Ça veut dire que l'on travaille avec le râteau, la houe, le sarcloir. En plus, dans la culture, il y a des tagettes, des œillets d'Inde, mêlés aux oignons pour éviter d'avoir des vers. On déplace les parcelles de pommes de terre et on désherbe avec un système thermique au fioul. On essaye de ne pas utiliser des produits toxiques afin de maintenir la tradition du 19e siècle. Après Katrinetorp, nous voici au cœur de Malmö, dans le jardin de John. John, avec un groupe d'amis, tu as proposé à la ville de Malmö de créer ce jardin fleuri, potager, il y a une dizaine d'années. Quel était ton but précis ? Ce que nous voulions faire, c'est montrer aux gens que nous pouvions faire pousser des légumes en ville, que nous pouvions faire pousser des fleurs, qu'ils pouvaient les couper et que les gens pouvaient se réunir ici. Ce pourrait être un lieu de rencontre où les gens peuvent s'asseoir, boire un café, acheter des plantes, acheter des légumes, venir aider dans le jardin. Tout simplement créer un bel endroit où les gens peuvent se relaxer. Tu as mis des protections sur les légumes, il y a une raison particulière ? Oui, nous avons beaucoup d'oies, des oies blanches du Canada, et elles mangent beaucoup de nos légumes, donc il nous faut les protéger, et nous avons aussi des lapins. Et ils aiment le chou-fleur, le chou chinois. Ça, ce sont des carottes chantonnées, une très bonne variété française. Et donc la vente des légumes te rapporte un petit peu d'argent, c'est une partie du budget de ton jardin ? Oui, ça couvre une partie importante du budget du jardin, environ 20%. C'est forcément culture biologique, organique ? Oui, tout est biologique. Nous utilisons beaucoup de compost, des fumiers et nous produisons des légumes de bonne qualité. John, je sais bien que ce n'est pas un jardin botanique, mais dans un lieu public comme ça, je m'attendais à voir beaucoup plus d'étiquettes avec les noms des plantes et j'en ai pas vu, presque pas. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les gens ne retiennent pas les noms, même s'ils lisent les pancartes. Les écriteaux abîment les bordures, en fait, car les gens se précipitent sur ces pancartes et vont marcher sur les bords pour les lire. Mais le plus important, c'est que nous voulons que les gens nous demandent le nom des plantes. Nous voulons créer le contact social. Nous aimons cela. Quittons Malmö pour Landskrona. Construite en 1549, sa forteresse, de style Renaissance, est l'une des plus grandes de Scandinavie. Le potager qui borde ses douves nous entraîne vers d'autres jardins, beaucoup plus originaux.
Edith, nous sommes dans les anciens jardins ouvriers de Kolonien. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des jardins ouvriers. Quelle est l'histoire de ce site? Bienvenue à Citadellet. Nous avons 123 colonies. Nous sommes la plus ancienne colonie, créée en 1870. Cette partie a été conçue en 1902. Nous avons des maisonnettes, des stugas, construites de 1902 à 1960. Les gens autrefois cultivaient des légumes et des fleurs. On doit demeurer ici 6 mois durant la période estivale. La colonie ferme ensuite le reste de l'année pour ouvrir en mai. En Scanie, il ne faut pas hésiter à prendre le plus petit chemin. Tout au bout, on est certain de découvrir une maison de bois illuminée de fleurs. Résidence de vacances ou demeure de tous les jours, l'amour des Suédois pour leur jardin est évident. Je suis journaliste et écrivain. J'écris des livres sur les jardins et aussi sur l'architecture. J'ai travaillé 2 ans à Londres. En Angleterre, j'ai vu souvent ce type de rosier grimpant et en fait, je suis une personne très paresseuse. Je trouve ça très bien de s'occuper de son jardin, mais les rosiers grimpants le font de même. Ils poussent tout simplement et ils sont magnifiques. J'ai beaucoup de roses anciennes d'Angleterre et elles ont fleuri il y a juste 1 mois. C'est une vieille variété de roses qui s'appelle Rosa eleana. C'est cher. Et derrière vous, vous avez un Rambling Rector, c'est un très bon grimpeur. Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Et derrière moi, vous avez un Paul's Himalayan Musk. En 12 ans, il est devenu énorme et va envahir le voisin maintenant. Le grimpant rose, là, celui-là, c'est lequel? C'est un Ispahan, c'est un rosier ancien d'Iran. Il date d'environ 800 ans avant Jésus-Christ. C'est agréable d'être dans le jardin car c'est relaxant. C'est le grand privilège des jardins. Étant journaliste, je dois travailler dur et me concentrer. Et puis je me détends dans le jardin, j'y travaille un peu et c'est formidable. Le marché de Lund accueille de nombreux producteurs locaux qui ont la préférence des Suédois. Il est vrai que les légumes et les fruits importés doivent faire, eux, un très long voyage depuis le sud de l'Europe. Autre solution, un jardin potager avec des plants achetés en jardinerie. Non, ce n'est pas une jardinerie. Nous faisons pousser des choses et nous voulons aussi que les gens poussent avec les plantes. Nous vendons nos plantes, bien sûr, mais nous ne les achetons pas pour les vendre ensuite. Ce sont les nôtres. Nous faisons pousser 2000 variétés. Votre entreprise a été créée à quelle époque? Le jardin a vu le jour avec l'arrière-arrière-grand-père de mon mari en 1872, ici, au même endroit. Aujourd'hui, vous cultivez tout sous serre? Nous commençons les jeunes pousses sous serre, mais après on les transporte doucement vers l'extérieur, par paliers, jusqu'au plus froid. Nous les faisons pousser dans les conditions les plus dures possibles. Elles connaissent le vent, les orages et des conditions terribles au printemps. Ça prend plus de temps pour les faire pousser, mais elles sont très fortes. J'ai une philosophie spéciale. Ne demandez pas trop à votre jardin, pardonnez-lui de n'être pas parfait, comme vous vous pardonneriez vous-même de ne pas l'être, et là, vous serez très heureux ensemble. Toi, tu jardines de façon écologique. On a vu beaucoup de jardins écologiques en Scanie. Est-ce que c'est comme ça dans toute la Suède? Nous avons notre ferme biologique depuis 10 ans. Nous avons des moutons et des agneaux élevés naturellement. Et nous avons aussi des légumes en été. Et des fleurs. Et tout ce dont on a besoin pour mettre dans son assiette. Nous faisons pousser des tomates dans la serre. Nous les faisons pousser en terre.
En hiver, nous y installons les moutons et ils y ont leurs bébés. Après ça, au printemps, nous récupérons beaucoup de fumier dans la terre, prêt à accueillir les tomates. Gustave, vous n'êtes qu'à deux à travailler avec Marie, mais je crois que tu as des jardiniers qui t'aident. Quand les salades sont récoltées, nous laissons les poules aller sur le terrain. Elles mangent les petits vers et les insectes, et quelques semaines plus tard, nous les remplaçons par les cochons. Ils vont plus profond. Ils déracinent, enlèvent les mauvaises herbes et retravaillent la terre partout. Et après ça, nous replantons les salades. Donc, dans notre ferme écologique, nous avons absolument besoin des animaux. Quand nous nous sommes installés il y a 10 ans avec Marie, ma femme, nous voulions travailler ensemble à cette activité rurale, cultiver des légumes, élever des agneaux, mais aussi avoir d'autres activités comme faire se rencontrer des gens ici, organiser des concerts, faire de la musique. And to have concerts here with music activities and so. Aboli en 1945, un système féodal imposait aux paysans d'être payés en produits et à l'épouse de s'occuper du lait. Le musée Statar retrace la vie de ces misérables pour qui le jardin était une source indispensable de nourriture. On va faire une purée de rutabaga et de pommes de terre. Le rutabaga est un vrai légume suédois. Après avoir épluché et coupé en morceaux les rutabagas, on va les faire cuire dans de l'eau bouillante salée. On ajoute les carottes, le bouillon cube et un peu de sel. Maintenant, il est temps d'ajouter les pommes de terre qui sont coupées en deux. Elles cuisent dans le faitout jusqu'à ce qu'elles deviennent molles. För att det ska bli ett riktigt gott rotmos nu så sätter man till en rejäl klick smör. On met un bon morceau de beurre. Och timjan. Et du thym. Maintenant, les légumes sont prêts. On mouille avec le bouillon. Voilà une assiette de purée de rutabaga, faite maison, avec du jambonneau. Ça, c'est un plat suédois. 12 000 m², c'était la superficie du jardin potager de Fredriksdal Manor à Helsingborg au XIXe siècle. Un Français, Philippe, l'a recréé plus modestement afin de préserver les senteurs et les goûts d'antan. Aujourd'hui, j'ai 1500 m². D'accord. Et quel genre de légumes on peut trouver dans ce jardin? Bien, ma foi, ce sont en fait des légumes anciens qu'on cultivait autour des années 1850 dans cette propriété. La fin des années 1800, c'est absolument magnifique du côté jardin parce qu'il y a des tas de nouvelles variétés qui arrivent. C'est une mine extraordinaire. Climat oblige, je vois que tu as des châssis pour le basilic. Le basilic est une plante très frileuse, donc il faut énormément de chaleur. Et là, il y a une odeur que je reconnais bien, c'est l'odeur du purin d'ortie. Tu travailles donc en bio, on peut dire? Ah oui, absolument, oui.
Avec ton compost. le fumier de cheval, du compost un petit peu, mais le compost ne suffit pas. Je n'arrive pas à produire autant de compost dont j'ai besoin. Donc il faut compléter. Le fumier de ferme, évidemment, bien décomposé. Et puis le purin d'ortie en appoint. En appoint, en arrosage au pied Oui, des plantes. oui, en arrosage, oui. D'accord. Dis-moi Philippe, ce sont des fèves là-bas avec des fleurs rouges? Tout à fait. Une vieille variété anglaise, dont on parlait en 1778 dans des écrits anglais, qui s'appelle Crimson Flowered, a été conservée par une famille de génération en génération. Et la dernière a possédé les graines, n'avait pas de descendants, donc elle a donné les graines au Royal Horticultural Society. D'ailleurs, l'année prochaine, je crois que ce sera une nouveauté chez Thompson & Morgan. Le grand grainetier anglais. Oui, Ouais. oui. Okay. Et là, cette protection au-dessus des choux, c'est pour les oiseaux, c'est pourquoi? C'est contre les oiseaux d'abord, et puis ensuite la pierrite du chou. C'est pas efficace à 100%, mais ça m'évite quand même d'aller chercher les chenilles pendant tout l'été. Et puis j'ai vu une variété d'artichaut, pareil, qui est un petit peu bizarre. Tu peux m'expliquer? Bien, c'est une variété, une vieille variété qui a été cultivée ici en Scanie au début des années 1800, et elle n'a pas du tout changé, on ne l'a pas modifiée, on ne l'a pas arrangée, hybridée. C'est une variété telle qu'elle était jadis, donc elle est très épineuse. Oui. Elle est bien ventrue avec des écailles armées de piquants et beaucoup plus petit que l'artichaut breton évidemment. Cet artichaut-là a vraiment un goût magnifique. Garde bien cette variété alors. Eh, j'espère. Sofiero est l'œuvre d'une vie royale, celle de Gustave VI Adolphe, qui le reçoit de son grand-père en cadeau de noces. Sa première épouse, Margaretha, lui fait partager sa passion des plantes. Au fil des ans, le simple parc se mue en un jardin exceptionnel. La fierté de Sofiero, sa collection de rhododendrons, une des plus belles d'Europe. Notre balade dans le sud de la Suède, la Scanie, se termine. J'espère qu'elle vous aura plu.